tous dans le désordre ou dans l'ordre. Donc, je suis Frédéric Thoman, je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur pour une conférence qui se nomme Sensibilisation à l'intégration de la sécurité psychologique comme prérequis fondement d'une agilité durable par Rafik Mekki, donc coach agile et COE à We Love Agility. Donc, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le chat pour dire blablabla, bla, 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 plein de choses très intéressantes, mais vos questions-réponses, si elles pouvaient être posées dans le Q&R, ça nous arrangerait. Sinon, marquez question 2 points de façon à ce que je puisse dissocier les questions des différents commentaires passionnants que vous nous poserez. À la fin, je lirai les questions les plus intéressantes, enfin les plus intéressantes, celles que j'aurais captées comme étant les plus intéressantes, c'est très personnel, mais nous enverrons celles auxquelles nous n'avons pas pu répondre à Rafik qui vous répondra personnellement. À la fin, vous aurez également, bien sûr, le QR code pour faire le rôti, et puis pour ceux et celles que ça intéresse, vous aurez le code PDU pour l'ajouter au PMI. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, mais je laisse tout de suite la parole à Rafik, que je remercie d'avance. Merci Frédéric. Alors, je vais partager mon écran. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là aujourd'hui avec vous et avec un petit coup de frayeur là pour le démarrage. C'est bien, ça rajoute un peu de peps. Alors, du coup, est-ce que tout est OK? Vous voyez mon écran, il n'y a pas de problème? Tout est bon? Oui, c'est parfait. Ok, super. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est profondément cher, la sécurité psychologique et le lien avec ce que je fais maintenant depuis quelques années et notamment l'accompagnement agile. Donc, avant d'aller plus loin, déjà, merci. Hop, je me mets ici. Merci à nos sponsors, grâce auxquels ben, l'événement a eu lieu. Et puis surtout, merci à l'équipe. J'ai reconnu quelques têtes depuis quelques années et pour le travail que vous faites et de nous avoir réunis aujourd'hui, c'est vraiment top. Alors, on y va. Voilà, hop. Alors, je vais commencer cette conférence en fait avec l'histoire de Claire et de Rachid. Et en fait, ce sont deux agilistes passionnés. Claire, elle est product owner et Rachid est le Scrum Master de l'équipe en question. Et en fait, ce sont des gens qui sont super brillants, qui sont complètement impliqués, complètement engagés. Et leur histoire, en fait, a commencé avec justement la prise de ces rôles-là dans ces équipes qu'on appelle des équipes agiles. Eh ben, le souci, c'est que Claire ne pouvait pas dire non. Il y avait justement une organisation qui était dans ses premières expériences agiles. En revanche, quand il s'agissait de faire une feature, de prioriser un projet ou d'exécuter quelque chose, bah, il fallait le faire. Et même si elle disait non, l'équipe elle n'a pas la capacité ou elle ne peut pas, ben, du coup, c'était complètement refusé. Et parfois, elle se référait donc à son Scrum Master, Rachid, qui était un peu, pour moi, le pirate de cette équipe-là, disons, le pirate culturel, puisqu'il avançait avec la culture agile. Il venait avec ses principes, ses valeurs, ses pratiques, et ils essayaient de les diffuser tous ensemble au sein de cette équipe-là. Eh ben, même Rachid ne pouvait pas dire non quand il y avait ce genre de comportement. Et le problème, c'est que les deux, ben, ces deux personnes-là se référaient aussi à leur management qui avait aussi le même point commun que ces deux personnes-là, puisque lui-même, il ne pouvait pas dire non. Euh, quand il refusait de prendre une feature, quand il refusait de faire quelque chose, ben, ça escaladait, ça allait au-dessus d'Alexis et ça revenait par la suite comme un boomerang en disant: ah, mais maintenant, écoute, c'est prioritaire, il va falloir le faire et tu le fais quand même. Du coup, l'information, ou plutôt l'injonction, redescendait chez Claire et chez Rachid, et ça n'allait pas. Puisque vous devinez bien, je ne sais pas si cette histoire vous rappelle quelque chose,
ça va susciter des crispations, des tensions au niveau de l'équipe, une surcharge de travail et puis quand même une impression que je suis plutôt un doueur que quelqu'un qui va apporter de la valeur à l'organisation et qui va pouvoir en fait échanger avec cette organisation. Et les trois personnes en question euh, avaient justement cette peur qui était bien présente de se faire licencier, ce qu'on pourrait comprendre, une fin de mission pour, euh, pour Rachid, qui était en l'occurrence un externe de l'organisation en question. Et puis pour le manager, c'était tout simplement la perte de ses points hein, vis-à-vis de son management. Bah, vous savez bien que dans certaines organisations, malheureusement aujourd'hui, euh, le middle management subit une forte pression. Donc, il ne s'agit pas en fait de se dire, tiens, allez, on va être agile du jour au lendemain. Ça ne se passe pas comme ça. Claire, après avoir quitté la mission, on était quelques accompagnateurs, quelques coachs. Quelques mois après, elle m'a appelé, j'ai eu un appel avec elle. Et ce qui devait arriver arriva. Les trois personnes en question ont quitté l'organisation pour aller vers d'autres cieux, chacun avec une nouvelle mission. Euh, Ce qui était peut-être naturel pour Rachid, qui était dans le service, mais croyez-moi que Claire et Alexis n'avaient pas du tout envie de quitter l'organisation en question. Et ça m'a touché, ça m'a profondément touché. Ça s'est passé il y a quelques années. Et depuis, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à comment que ça se fait que le fait de ne pas pouvoir dire non se traduit à la fin par des tensions comme ça, par le fait que des brillants éléments quittent une organisation. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous partager une conviction que je me suis forgée au fil des années, c'est que je crois profondément en l'humain, je crois profondément en chacun d'entre nous qui est là aujourd'hui dans cette session-là. Et du coup, avant d'aller plus loin, je vous invite à utiliser le chat si vous le pouvez pour indiquer votre rôle, ce que vous faites un peu dans l'environnement ou dans le monde agile et en quoi cette conférence vous a intéressé, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Alors, le titre de la conférence, c'est une agilité durable, c'est le lien de la sécurité psychologique, donc comme fondement avec l'agilité durable. Mais avant d'aller plus loin sur la sécurité psychologique, laissez-moi vous partager un peu ce que c'est que ma définition de l'agilité durable. Ma définition, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il est impératif de savoir saisir les opportunités. Faut aussi les saisir en cas d'échec. Il faut savoir anticiper des choses qui sont difficilement anticipables. Et il faut aussi savoir apprendre de nos expériences, de nos erreurs, puis savoir corriger nos mécanismes de livraison, nos mécanismes de travail ensemble ou ce qu'on produit, corriger ces erreurs-là. Ça, c'est peut-être, vous me direz, oui, mais Rafik, ça, c'est la définition d'agilité. Alors là, pour moi, pour que le mot durable prenne tout son sens, c'est rajouter à quel coût l'énergie utilisée pour ça. Certains parlent de dette émotionnelle, certains parlent de gens qui sont overloadés, burn-out, etc., qui travaillent à des heures pas possibles. Donc, pour moi, une agilité durable, le premier pas, c'est cette énergie qu'on consomme des êtres humains pour y arriver, pour le faire. Et pour que ce soit une énergie fluide, acceptable, pour que ce soit une expérience agréable à vivre, ben, il va falloir peut-être chercher à l'inscrire dans l'ADN pour que ça devienne quelque chose de naturel. Et ce naturel-là, le fait qu'on puisse l'inscrire dans l'ADN, va nous donner, comme dirait Simon Sinek, un infinite game, donc quelque chose de continu. Petite dédicace au club. Donc là, on parle d'adaptabilité continue. Pour moi, l'agilité durable est en lien avec une adaptabilité continue. Certains parlent d'amélioration continue, mais pour moi, l'adaptabilité continue, c'est un cran au-dessus de ça. Vous me direz, Rafik, c'est bien beau de parler d'agilité durable, mais
Pourquoi on la recherche? Pour la célébrer, tout simplement, pour la haute performance. Donc, certaines organisations, certaines équipes ont chacune d'elles a sa définition en fait de la performance. Et quelques-unes, pardon, excusez-moi, quelques-unes n'ont pas de définition commune de performance. Alors déjà, peut-être là, une petite invitation, c'est de commencer à définir qu'est-ce que c'est que la performance pour votre organisation, pour votre équipe, pour vous. Mais d'autres organisations ne cherchent pas la performance. Elles sont dans un autre registre. C'est le registre de la survie, le registre de pouvoir continuer tout simplement à vivre. C'est comment s'en sortir dans ce monde qui est plus que nouveau, c'est un nouveau monde. Donc certains vous parlent de VUCA, donc vous connaissez peut-être l'acronyme depuis quelques années, mais aujourd'hui on en a d'autres. On a l'acronyme TUNA, l'acronyme BANI, l'acronyme FLU. Alors c'est super difficile de les retenir, mais je pense que cette conférence, elle est enregistrée, donc je vous inviterai aussi à aller faire vos propres recherches là-dessus et vous allez voir que c'est quelque chose qui est quand même fascinant autour de ces acronymes-là. Et le fait que aujourd'hui, dans le nouveau monde où tout change, où le changement est la norme, ben, comment on fait en fait pour justement avoir cette agilité durable? Mais il y a un mais. Il y a un mais parce que aujourd'hui, avec ce qu'on a fait jusqu'à présent, ben, vous me direz, je ne sais pas, je serais intéressé par vos retours d'ailleurs dans le chat. C'est que pensez-vous de l'agilité aujourd'hui, les retours terrain? Est-ce qu'on peut dire, ouais, c'est génial, tout est au vert? Est-ce qu'on va dire, ah non, mais c'est le truc qui marche pas, tout est au rouge? Moi, je dirais que c'est un peu entre les deux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que certaines organisations, si elles continuent dans cette, disons, cette transformation du mot agilité dans, avec d'autres croyances et d'autres convictions, ben, on va droit au mur. Euh, on a commencé les transformations, moi je me rappelle, c'était à partir de 2010 où il fallait convaincre un peu, il fallait, où c'était là où ça démarrait vraiment sur l'agilité. Donc, depuis toute cette transformation, j'ai encore des retours des managers qui me disent, mais Rafik, depuis 2010, ben, nous n'arrivons pas à être fluides, on a encore des dysfonctionnements, on a des choses qui ne marchent pas et le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à en parler ouvertement. Et je trouve que ça, c'est un dysfonctionnement super important et grave. Alors, n'en parlons pas des frameworks. Bien entendu, je n'ai rien contre les frameworks. Par contre, les retours que vous devez peut-être aussi avoir entendus, pour les frameworks, ben, c'est à nous de nous adapter au lieu que ce soit ben, l'agilité qui puisse en fait s'adapter à notre contexte et puis tout en gardant l'essence de cette agilité. Hein. On en a parlé aujourd'hui avec les valeurs, les principes, l'Agile Manifesto, etc. Et bien avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'état des lieux, c'est quand même quelque chose qui interpelle. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ça m'interpelle. Et je dirais que nous avons aujourd'hui, et j'ose le dire, une agilité dysfonctionnelle. Alors, partagez, s'il vous plaît, dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je le vois de plus en plus, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et on continue quand même à vouloir le faire. On continue quand même à aller avec ses propres convictions et au final, on ne change pas. On voudrait que tout change, mais nous concernant, rien. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a un manque flagrant de performance des organisations. Et encore une fois, pour certaines d'entre elles, il s'agit de leur survie, tout simplement. Euh, Encore, je reviens à ce qui a provoqué cette réflexion autour de la sécurité psychologique, c'est que j'ai vu des états d'anxiété qui m'ont interpellé. Et ces états d'anxiété, en fait, en général, sont liés à une peur de s'exprimer, à une peur de pouvoir dire les choses. Et encore une fois, je vous invite à partager ce que vous ressentez.
à ce moment-là où je vous présente ça, euh, en se disant, tiens, est-ce qu'il y a eu des périodes professionnelles ou même privées, je vais en parler après avec ma fille, où vous étiez en situation ou en incapacité de dire ce que vous aviez à dire ou ce que vous aviez envie de dire ou la question que vous vouliez poser à tel comité, à telle réunion, à tel workshop, à telle personne. Est-ce qu'il y a eu des situations où vous pensiez quelque chose, mais vous vous dites, ah non, je vais le garder pour moi. Pourquoi? Ça, on va le voir un peu plus tard dans cette conférence. Alors, pour aller plus loin maintenant sur la sécurité psychologique, maintenant qu'on a posé le constat sur le pourquoi, et je suis sûr et certain que vous connaissez de nombreux Claire, de nombreux Rachid, de nombreux Alexis dans votre vie, peut-être même vous en êtes, peut-être même dans celles et ceux qui sont là aujourd'hui, ben, elles ont eu peut-être à quitter un job qui leur plaisait, mais parce que au final, c'est comme si qu'elles avaient un bout de scotch sur la bouche. Euh, et ça, c'est pas top. Du coup, Amy Edmondson, j'arrive, voilà, j'espère que je le prononce correctement et que je n'écorche pas son nom, nous partage là une définition que j'aime beaucoup de la sécurité psychologique. Donc, c'est une croyance qui est partagée en fait par les membres de l'équipe ou par l'organisation, où en fait, tout simplement, ils se sentent en sécurité. C'est un espace sûr pour prendre des risques interpersonnels. Si je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je peux te le dire. Et je ne risque pas quelque chose comme réaction, je ne risque pas ma peau, la première des choses. Euh, je ne risque pas de me faire bannir, je ne me risque pas en fait d'avoir des répercussions par rapport à ce que je peux te dire. Alors, je peux me tromper, je peux peut-être dire quelque chose qui blesse. Alors là, j'inviterai avec plaisir aux accords Toltec et notamment au Clean Language. Mais si on reste dans ce cadre-là, il faudrait quand même que je puisse être moi-même et dire certaines choses. Et elle a été plus loin. Elle est venue avec une étude. Donc là, vous avez le QR code. Je vous invite à le flasher. Où elle a étudié en fait des équipes d'un hôpital et elle a étudié les équipes les plus performantes. Alors, contrairement à ce que cette photo pourrait vous dire, cette image, ce n'est pas les équipes en fait qui avaient le moins d'erreurs ou le moins de problèmes qui étaient les plus performantes, mais c'était bien celles qui avaient le plus de taux d'erreur qui étaient les plus performantes. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser tout simplement aux indicateurs PASTEC. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, ça m'a toujours fait marrer. Donc, essayez, vous allez voir ça. En tout cas, les premières réactions, c'est ça. C'est rouge de l'intérieur et vert de l'extérieur. Donc, ce sont ces indicateurs PASTEC, au final, qui, qui peuvent afficher une certaine cohésion, une certaine efficacité. Mais si vous creusez, comme Ami l'a fait, en fait, elle va trouver autre chose. Et ça, c'est un petit poil gênant. Mais Ami ne s'est pas arrêtée là. Elle a été plus loin pour un peu comprendre d'où est-ce que ça vient. Et elle a nommé le mécanisme qui permet le silence, qui permet la non-transparence, comme la protection d'impression. En fait, c'est les personnes qui se protègent de leur environnement extérieur. C'est des mécanismes de sécurité. Écoute, si tu veux pas paraître chiant, alors ne critique pas. Attention, si tu te prononces sur un sujet, tu vas peut-être être négatif. Tu vas être peut-être perçu comme ça, en tout cas. Vous savez qu'il y a une différence entre l'image qu'on donne réellement, l'image qu'on aimerait donner de soi et l'image que les autres perçoivent de nous. Donc là, il y a vraiment un écart entre toutes ces images-là. Et j'ai oublié l'image aussi qu'on pense donner. Donc c'est marrant. Vous pouvez aussi demander à vos entourages comment ils vous perçoivent. Ça peut vous divulguer des choses. Et puis, il y en a d'autres, hein. On peut continuer comme ça assez longtemps avec ne propose pas d'initiative.
tu risques de passer pour celui qui veut se mettre en avant. Euh, ne sois pas intrusif, incompétent, ignorant. Alors, comment je fais pour ne pas l'être? Ben, je ne pose pas de questions. Et ça, ce sont des limites qu'on se met et qui sont destructrices. En revanche, j'ai toujours eu une dent, et je l'ai toujours contre les extrémistes de tous bords de tous les domaines en général. C'est une question d'équilibre. C'est comme presque toujours. C'est une question d'équilibre entre justement cette image-là, cette protection de soi, le surmoi, etc. Parce qu'effectivement, on ne va pas, s'il fait chaud, on ne va pas se dire, bon voilà, on va aller dans une réunion avec un short de maillot de bain et on se dit, bon voilà, là, il y a une limite, je pousse à l'extrême l'exemple pour que je puisse mettre en exergue que justement la limite, elle est essentielle. Une bonne présentation, on va se nourrir avec les yeux avant de se nourrir avec le fond. C'est quelque chose d'important aussi. Donc, euh, ce sont des choses à avoir en tête si on veut avoir cet équilibre entre cette protection-là et la performance en question. Aujourd'hui, on parle même de personal branding, mais comment faire du personal, par exemple, branding, mais tout en étant soi-même. Et c'est là où l'équilibre, il est difficile à trouver. Et comme toujours, l'équilibre, ce n'est pas un travail qu'on fait une fois et qu'on laisse de côté. L'équilibre, ça se travaille et de manière continue. Donc, pour revenir, disons, à la définition de la sécurité psychologique que je souhaite partager avec vous, ben, disons que pour moi, c'est un cadre. C'est un cadre qui permet la liberté de prendre des risques et aussi le fait de ne pas être réprimandé si on fait une erreur, la liberté d'être soi-même, la liberté aussi de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est comment mettre un environnement de confiance et de respect qui permet justement la prolifération des bonnes idées et de la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. En revanche, faire attention à quelques pièges, et notamment à ce qu'elle n'est pas. L'absence de conflit. Par exemple, le fait d'avoir la sécurité psychologique ne veut pas dire qu'on n'a pas des conflits. Et même au contraire, ça peut être le signe du fait qu'elle est absente. Le fait de se permettre des paroles brutales, de dire une certaine vérité crue qui peut blesser, qui peut déranger. Euh, il va falloir aussi travailler sur cet équilibre-là. Et encore une fois, j'invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à des techniques comme le clean language ou par exemple les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Donc ça, c'est un chapitre que je vous invite à lire par rapport à ça. Euh, Elle n'est pas aussi quelque chose à faire une fois. Donc, encore une fois, c'est une conviction que je vous présente. Une question d'équilibre, ça se travaille avec la durée, avec le temps. Donc, se dire, tiens, je vais faire pendant la rétrospective un atelier de mesure de tension pour voir un peu les non-dits au sein de mon équipe et puis revenir dessus 2 ans après, bah, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a eu une très belle conférence aujourd'hui à propos des cycles. Donc, pour moi, c'est important aussi de refaire entrer ça dans un cycle, mais on verra ça dans la partie takeaway de cette présentation. Euh, alors, l'un des derniers points où je dis qu'elle ne l'est pas, ce n'est pas une absence de standard de performance. Ce n'est pas parce qu'on parle de quelque chose qui touche à l'humain avec un fort appui sur l'aspect émotionnel qu'on se dit, tiens, on est déconnecté de la réalité ou on est, entre guillemets, hors sol ou on parle de quelque chose qui est inatteignable. Au contraire, si on fait tout ça, c'est pour justement avoir des, des standards de performance. En revanche, j'invite toujours, encore une fois, à définir ce que c'est qu'une performance pour une équipe ou pour une organisation. Donc ça, c'est super important. Et pour moi, c'est quelque chose de structurant pour justement joindre et allier la performance qu'on souhaite avoir dans une organisation ou dans une entreprise par rapport à l'aspect humain
des choses. Et pour aller plus loin dans la sécurité psychologique, je vais vous présenter rapidement le projet Aristote de Google. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une équipe soit performante? Donc là, vous avez le QR code qui vous permet d'aller voir, d'en savoir un peu plus sur cette étude qui a été menée entre 2012 et 2014, qui a concerné plus de 180 équipes et quelques milliers de collaborateurs. Et ils ont fait cette étude-là sur la base de 250 attributs d'équipe pour savoir qu'est-ce qui en ressort au final. Eh ben, le premier point qui est ressorti, qu'est-ce qui fait qu'une équipe soit performante? La première brique à apporter, c'est la sécurité psychologique. C'est à quel point on se sent en sécurité pour prendre des risques et être vulnérable. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant sur laquelle on pourrait s'appuyer. Vous pourriez voir cette étude-là et voir comment vous pourriez vous inspirer pour essayer de faire la même chez vous, selon justement l'autorité que vous avez. Je voudrais aller encore plus loin dans l'aspect teaming et cet aspect-là d'études de sécurité psychologique, avec notamment le modèle de Tuckman. Peut-être, enfin, pas peut-être, certainement, de nombreux parmi nous aujourd'hui le connaissent. Donc, le fameux cycle de vie des équipes. Et ben, à un certain moment, on a la phase de storming où il va falloir dresser un peu les, euh, les, les limites. Il va falloir aussi s'affronter, il va falloir aussi avoir des conflits positifs sur lesquels on pourrait s'appuyer pour normer les choses et aller justement vers plus de performance. En revanche, sans la sécurité psychologique, eh ben, il n'y aura pas cette performance-là. Au contraire, on va aller bien en dessous et peut-être même un éclatement de l'équipe. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, des dysfonctionnements dans des équipes qui peuvent mener justement à la dissolution de l'équipe ou bien au désonboarding forcé ou involontaire ou non souhaité de certaines personnes qui cassent la dynamique d'équipe où la performance n'est pas du tout au rendez-vous et du coup on s'inscrit dans un cycle assez vicieux euh, au lieu qu'il soit un cycle vertueux, un cycle plutôt vicieux. J'en parle notamment avec le leadership adaptatif, où le fait de s'inscrire dans ce cycle vicieux ben, inscrit l'organisation dans une logique de peur et on commence à moins se dire les choses. La semaine prochaine, j'aurai l'occasion de revenir ces dysfonctionnements d'équipe à Junior. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur avec toujours le fait de comment associer l'humain à la performance. Et là, vous allez retrouver la même chose. Vous allez retrouver le fait de ne pas se dire les choses, donc l'absence de conflit qui est un dysfonctionnement flagrant des équipes, selon l'Ansoni, et sur lequel je suis d'accord. Ben, en fait, vous le trouvez dans le manque de confiance et le manque de conflit. Alors, il y a, certes, les puristes vous diront qu'il y a une différence entre sécurité psychologique et confiance, parce que effectivement, la confiance, elle dépasse cette sécurité psychologique-là. En revanche, la sécurité psychologique contribue à cette confiance-là. Donc, l'absence de cette sécurité psychologique, que vous la mettiez dans les tâches de confiance ou les tâches de conflit, ben, résultera toujours avec la même chose, avec le fait qu'on a une inattention au résultat. Et quand on a une inattention au résultat de la part des membres de l'équipe, euh, avec le jargon, c'est-à-dire tout le monde s'en fout, hein, ben, du coup, on ne risque pas d'obtenir cette performance-là. Rafik, 5 petites minutes. OK, thanks, Fred. Du coup, le Modern Agile, peut-être que certains parmi vous le connaissent également. Je vous invite à aller justement scanner ce QR code et justement tomber sur une magnifique page qui fait un récap extraordinaire que j'aime beaucoup, que je vous partage ici. Eh ben, c'est la même chose. Le fondement de l'agilité moderne, le fondement d'une agilité durable, c'est de faire de la sécurité psychologique un prérequis pour toute équipe, pour toute organisation. Donc, au final, c'est quoi le message de cette sensibilisation, de cette
conférence aujourd'hui? Ben, le message, il est simple. C'est back to basics. C'est les personnes et leur interaction plus que les outils et les process. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction, justement avec les outils dont l'humanité dispose, que tout le reste, en fait, il peut être mis de côté. Si on se concentre juste sur ça, je suis sûr et certain que les organisations vont faire un bond en avant concernant leur performance, en croyant justement à l'humain. Et donc, très concrètement, c'est quoi les takeaways de cette conférence? Bah, la première des choses, c'est de commencer par soi-même. C'est connaître votre propre état de sécurité psychologique là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez dire les choses telles que vous les pensez? Est-ce que vous pouvez poser des questions? À quel point vous vous sentez en sécurité pour prendre des initiatives, faire des erreurs? Donc déjà, se poser la question sur soi, c'est déjà pas mal. En revanche, il est impératif aussi de regarder la réalité telle qu'elle est et non pas telle que vous souhaiteriez la voir. La semaine dernière, combien de fois vous vouliez faire une intervention et vous vous êtes arrêté pour le faire? Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui va vous donner peut-être une indication sur votre propre environnement. Et puis, c'est là où je voulais parler de ma fille. Il y a quelques années, avec le Covid, elle était en décrochage scolaire. Et ben, mon travail, tel que je l'ai compris, en tout cas à cette époque-là et jusqu'à présent, c'est de faire en sorte que ma fille, qui a 19 ans, puisse ne pas avoir peur de moi, de mes réactions et se sentir en confiance pour me dire tout, tout ce qui, tout ce qu'elle souhaite et sans filtre, c'est-à-dire qu'elle peut partager avec moi ce qu'elle a envie de partager, qu'elle peut tout simplement me dire les choses. Donc là, c'est le premier takeaway de cette conférence. Commencer par soi. Maintenant, si vous avez des responsabilités, ou même si vous n'en avez pas, vous pouvez les proposer à celles et à ceux qui en ont, c'est de continuer avec l'équipe, avec votre équipe, peu importe l'autorité, le rôle, les responsabilités que vous avez. Et bien entendu, plus vous en avez, plus il en va de votre responsabilité de construire cette sécurité psychologique au sein de votre équipe. Donc, mes conseils par rapport à ça, c'est de prendre le sujet comme une initiative d'apprentissage collectif. Et aussi, c'est les conseils aussi de Ami qui en parlent beaucoup. C'est de ne pas voir cet état d'esprit comme un projet, enfin, cette initiative comme un projet, mais comme une invitation à se connaître un peu plus et de se connaître collectivement. Vous pourriez initier tout simplement des cercles de discussion autour de ça, basés sur les limites comportementales que vous avez observées. Alors là, je fais référence à la conférence de Jean-Yves tout à l'heure, où j'aime beaucoup le fait d'exposer les contraintes. Eh ben, on peut très très bien exposer les contraintes et en termes de valeurs, quelles sont les valeurs qu'on souhaite protéger au sein de notre équipe dans le management agile, dans le management 3.0, bah, on en parle aussi avec la Big Value List, choisir des valeurs au sein de l'équipe et on ne veut pas sortir de ces valeurs-là. Et pour moi, la confiance, c'est quelque chose qu'il faut poser, qu'il faut en discuter et identifier les limites comportementales pour qu'on puisse faire sortir ce genre de choses. Et puis, si on peut mesurer, ce serait top. Et je pense que mesurer la sécurité psychologique, est possible de le faire. C'est possible de le faire. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur le Modern Agile, bien même utiliser ChatGPT ou ce que vous voulez. Vous pouvez lui dire, voilà mon contexte, j'ai envie de mesurer la sécurité psychologique au sein de mon équipe. Je suis sûr et certain qu'il va vous sortir des raisons, des questions qui sont compliant avec votre contexte, que vous pourriez dérouler et que vous pourriez mesurer et avancer comme ça dans le temps. En revanche, il y a 4 erreurs que je trouve que les organisations en fait, commettent en termes de sécurité psychologique. Et je souhaite là vous les partager, libre à vous d'en juger la profondeur. Le premier, c'est le manque de soutien des dirigeants. C'est-à-dire, c'est quelque chose en fait dans lequel on ne croit pas. Donc, au niveau de l'organisation, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'entreprise. Donc, il va falloir vraiment associer à ça une stratégie et une approche terrain. Mais une approche terrain qui ne soit pas basée sur le volontariat. Hey, qui veut? Non, en général, déjà, s'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne vont pas dire oui, j'ai envie. Donc, du coup, il va falloir peut-être faire les choses de manière un peu plus différente.
Et puis, le dernier point, c'est c'est simplifier les choses. C'est extrêmement difficile. Mon client récemment m'a dit ça et je trouvais ça super intéressant. Il est extrêmement facile de rendre difficile et complexe les choses. Et il est extrêmement difficile et complexe de rendre simple les choses. Donc, si vous abordez ce sujet de sécurité psychologique, ben, évitez le jargon un peu trop théorique, etc., qui n'est pas accessible parce que ça fait bloquer les gens. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Comme l'a indiqué Frédéric, il m'a bien expliqué qu'il fallait laisser du temps pour les questions. Donc là, les crédits pour les images, merci à vous. Et puis pour terminer, vous avez mon LinkedIn si vous voulez rester en contact, si vous voulez en discuter, c'est avec grand plaisir. Et puis surtout, j'ai besoin de vos feedbacks. Piaf Agile a besoin de vos feedbacks. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que cette conférence vous a apporté? Comment est-ce que je pourrais l'améliorer? C'est la première fois que je fais cette conférence-là. C'est en prime, donc c'est plusieurs heures de travail là-dessus, mais je suis sûr et certain qu'elle peut aller au-dessus de ça. Donc, je compte sur vos feedbacks pour l'améliorer. Et je vous remercie. J'en ai fini. À toi, Frédéric, pour les questions. Alors, j'ai trois questions. Eric qui nous demande comment trouver une sécurité psychologique dans un environnement qui ne l'est pas. Et il constate que lui-même, il n'est pas négatif, mais que force est de constater que l'entreprise influencée par son extérieur ne va pas dans un sens d'ouverture ou ne va pas, que le climat social est plutôt délétère. C'est à toi. Ok. Alors, comment ce serait prétentieux de ma part, et avec toute humilité, je pense que c'est extrêmement difficile de voir ça. En revanche, ce que je peux dire, c'est toute une question de décision et une question de choix. Et je sais qu'aujourd'hui, plus que jamais, bah, les choix ne sont pas faciles, hein. Donc, avec le contexte actuel, c'est pas top top. Donc, c'est toujours une question d'équilibre et une question de priorisation. Quelle est c'est Eric, c'est ça? Oui. Oui. Donc, Eric, quelles sont tes priorités? Si ta priorité, elle est de avoir un job qui correspond à tes attentes et qui correspond vraiment à ce que tu peux faire et tu peux te permettre de partir, ben, OK. Mais si ce n'est pas le cas, puisque tu me dis qu'il est impossible de changer les choses, hein. Je rappelle que Ruben Appelo, dans le Management 3.0, je lui reprends cette phrase que je trouve super intéressante. C'est soit tu changes les choses, soit tu les acceptes, soit tu quittes. Il y a pas d'autre choix. Euh, Maintenant, l'invitation serait aussi de peut-être, si tu restes, bah, de diffuser cette sécurité psychologique, en parler. Je ne sais plus qui disait ça, s'il y en a parmi vous qui connaissent la citation, le leadership, peu importe là où il démarre, il finira toujours par arriver à la tête. Donc, donc voilà ma réponse avec toute humilité. Je ne pourrais pas aller plus loin sur le contexte en question. Si Neymar nous dit, je suis Scrum Master, je cherche des clés et des pistes d'action possibles à mon niveau, à partir du moment où j'ai l'impression que la sécurité psychologique ne me semble pas présente. En gros, est-ce que tu as quelques tips ou quelques recommandations à lui donner dans son rôle de Scrum Master pour améliorer Alors, la sécurité? alors tout à fait, tout à fait. Là, j'ai parlé du Modern Agile, donc le QR code que je vous ai partagé, vous arrivez directement sur la page de sécurité psychologique qui est un PDF sur le Modern Agile. Donc déjà, la première invitation, c'est de s'informer, c'est de lire ça. La deuxième invitation, c'est que c'est comme les avions, c'est-à-dire si on veut protéger ses proches et qu'ils sont à côté, en cas de dépressurisation de l'avion, ben, on vous dit toujours de mettre le masque avant de le mettre à côté. Donc déjà, à quel point toi, tu es en sécurité psychologique, mesure la tienne déjà dans un premier temps et peut-être travailler un peu le terrain pour que tu puisses en avoir un peu plus. Et puis le troisième point, alors je t'invite encore une fois, c'est quelque chose d'assez aisé. Avec un bon prompt, avec l'IA, tu peux obtenir un formulaire avec une dizaine de questions de 0 à 5 et tu peux la mesurer. En revanche, euh,
mon invitation, attention à ne pas le faire une fois. Parce que vraiment, ça pourrait peut-être même causer plus de tort que de bien. Donc, essayez de le faire de manière cadencée. Voilà, ces trois actionnables, j'espère que ça répond à la question. Mais en tout cas, je serais ravi d'en savoir un peu plus. Donc, n'hésite pas rentrer en contact avec moi et puis me raconter un peu plus ton contexte si tu le souhaites. J'ai une dernière question, sachant qu'on a remarqué que le QR code que tu avais malheureusement envoyé vers une autre conférence. Ah, C'est donc bah, peut-être prendre contact pour avoir les feedbacks, prendre contact directement pour avoir les feedbacks. Je pense que ça peut intéresser Rafik par-delà le ROTI, le code ROTI qui n'est pas le hmm. bon. Mais j'ai une Euh, autre question de Florent, de Florian que j'aimerais pas éviter. Recommandes-tu des safety checks anonymes systématiquement en début d'atelier de travail? systématiquement, je ne sais pas. Ça me semble un peu délicat. En revanche, ça peut être une bonne pratique de justement d'essayer de l'instaurer, d'expliquer le pourquoi, le why. Donc, encore une fois, hein, le start with why. C'est-à-dire, et c'est là où j'invite vraiment les agilistes à avoir en tête la conduite de changement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est missionné de quelque chose ou avec une certaine autorité ou une certaine responsabilité que on va aller faire ça parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas comprendre les choses. Comprendre le pourquoi on fait les choses, je pense que c'est quelque chose de structurant. Et je pense que le systématiquement peut-être parfois peu, voilà. Donc on va éviter voilà, pour être dans une continuité, mais le trop, en fait, va desservir la cause. En revanche, se dire qu'on va faire ça à certaines occasions, lorsqu'on va parler peut-être de sujets un peu chauds, peut-être lorsqu'on va brainstormer, voilà, choisir un peu ces moments, moi, c'est ma recommandation. J'ai un problème avec le systématiquement, mais voilà, c'est ma position, hein. Maintenant peut-être que je me trompe. Alors, tu as des remerciements et par ailleurs, et Eric qui nous a mis le bon lien rôti, donc du coup, n'hésitez pas, vous avez le bon rôti pour faire vos retours. Et puis, si je me permets d'ajouter, l'ensemble des pratiques Kanban, hein, écoutez, Cécile Roche, hein, est basé justement sur le trust, hein, la confiance. Donc, ça renforce un petit peu cette idée que tu nous as développée. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, poser une question supplémentaire, ou est-ce que Rafik, tu aurais quelques compléments, conseils à nous donner? Alors, j'aurais peut-être une question. Est-ce que, il y en a parmi le public qui vont sortir en implémentant quelque chose? Donc, moi, je vous inviterais peut-être à partager un peu dans le chat ce que vous allez implémenter à la sortie de cette conférence, au retour au bureau, et peut-être vous concernant votre équipe, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ouais, moi, je peux direct répondre parce que j'ai la parole, hein, mais c'est d'un point de vue personnel avec ma fille. Avant de l'engueuler, je lui signale que je l'aime, puis je lui dis, là, t'as déconné. Ex- Ouais. Ah oui. Ben, on Alors, pose les bases, voilà, tout va alors bien, mais non, tout va pas bien. Mais c'est pas il n'y a pas de misleading, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de revers. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'on dit? là, il y a une question. J'avais expérimenté la découverte des biais cognitifs en rétro. Est-ce que tu penses que ça peut aider pour ton sujet? Je pense que oui. Je pense que oui. Et là, je me réfère toujours aux accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. C'est extrêmement difficile de ne pas le faire. Et le fait de comprendre comment on arrive à ces suppositions et à ces raccourcis, je pense que c'est super important. Peut-être que ça pourrait éclairer certaines personnes dans leur comportement et poser des questions. Donc, moi, je pense que oui, ça peut aider. Tout ce qui concerne la connaissance du cerveau humain peut aider
dans justement le fait qu'on ait une équipe performante et non pas dysfonctionnelle. On est arrivé au bout de cette conférence. Il me reste à remercier une fois de plus Rafik et toutes les personnes qui sont venues nous écouter et t'écouter essentiellement. Et puis à vous souhaiter une bonne continuation. Merci, bonne continuation et bon piaf à toutes et à tous. Merci à toi, Frédéric, pour l'animation et pour la facilitation. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.